Amis des RAC, bonjour. Alors RAC, je rappelle que c'est l'acronyme de répondre aux questions, à cette petite playlist que j'ai fait, afin de répondre à des questions que des fois posent les internautes et des questions auxquelles je peux pas facilement répondre lors des lives. Alors j'en ai reçu pas mal, alors je vais pas répondre à toutes, parce que ça ferait des vidéos un peu longues, mais je vais déjà répondre à certaines que j'ai reçues, et bien sûr, l'idée c'est aussi de faire profiter tout le monde des réponses. Alors, on commence avec une question de Jean-Marie qui nous dit qu'il a des batteries 20 volts Parkside. Il voudrait les recharger à partir d'une batterie 12 volts de voiture. Et il me demande si on pourrait utiliser un convertisseur 12 vers 24 volts. La réponse, elle est un petit peu, on va dire, mitigée. En règle générale, si on considère que la tension et le courant, un convertisseur peut toujours fonctionner. Bon, on a toujours intérêt à garder un petit peu de marge. Par exemple, si là on veut consommer, je sais pas moi, 5 ampères, on a intérêt à prendre un truc qui en tient peut-être 6 ou 7 ou 8. Ça, c'est généralement le plus prudent, surtout avec les ampères chinois. Mais voilà, c'est la tension identique, on veut dire que ça marche. Maintenant, il faut quand même se méfier. C'est que le chargeur de base des trucs Parkside, c'est ça, c'est un truc qui se branche sur le 220, ici, qui a 3 broches, et sur lequel on va enquiller les batteries. Alors même si dessus, on voit marqué ici, par exemple, sortie 21.5 volts ou 3,5 ampères, où se trouve le contrôle de la charge. Il est hors de question de brancher directement cette tension-là aux bandes de la batterie. Normalement, il y a un circuit d'équilibrage, les fameux BMS ou trucs comme ça, quelque chose qui va éviter la surcharge de la batterie, éventuellement s'arrêter quand elle est pleine et tout ça. La vraie question est où se trouve cette électronique. Si elle est dans la batterie et qu'en effet aux bandes de la batterie on ne met qu'une tension, ça peut marcher, mais très souvent je pense que dans ces chargeurs-là, l'électronique de contrôle de charge et tout, elle est à l'intérieur de ça. Donc voilà, en gros, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et puis même si c'est la tension, là c'est donné 21,5, est-ce qu'on peut faire 24 ? Pareil, c'est pas forcément mieux. Enfin, au moins, même si ici, ce truc-là ne fait qu'alimentation en tension, je pense que dans le doute, il faut mieux quand même essayer de prendre la même tension. Alors, pour info, il existe des convertisseurs réglables. Enfin voilà, je pense ce qu'on peut répondre là-dessus. Alors là, j'ai une question de Martin. Martin dit qu'il a une télécommande infrarouge de R19. Alors c'est vrai que maintenant, ça se fait plus tellement, mais j'ai eu dans le temps, moi, une Mégane qui avait justement cette télécommande à infrarouge, qui d'ailleurs était très chiante parce que il y avait un truc de sécurité, à chaque fois qu'on fallait démarrer, il fallait cliquer dessus, c'était assez emmerdant. Enfin, toujours est-il que cette télécommande, elle est basée sur ce circuit OM 1058T, un circuit qu'on peut programmer avec un code qui correspond au code de la voiture, et qui en gros pilote la LED infrarouge. Bon, il n'y a rien à dire de spécial, ça c'est le schéma d'application. Voilà, il y a le circuit, là on voit que il y a ce réseau RC là qui fait oscillateur, là ce transistor PNP qui commande ici la LED infrarouge avec là une limitation de courant qui bien sûr on peut voir est minime, c'est dans le sens de 1 ohm, mais là faut pas oublier que c'est une pile de 3,3 volts. Bon là on a ici cette capa et ce truc là qui à mon avis sert à la décharger plus rapidement, mais la question qui posait c'était surtout ici. C'est pourquoi, pour cette LED, on a choisi une Zener qui dit que sur son modèle, c'est une Zener de 3,6 volts. Mais pourquoi une Zener de 3,6 volts pour piloter une LED ? Pourquoi on n'a pas mis une résistance comme ça ? Alors, c'est une question intéressante. Et à mon avis, la réponse à cette question, elle est pour que la LED s'arrête de fonctionner, je veux dire, beaucoup plus rapidement quand la pile est morte. En effet, si on avait mis une résistance, si la pile commence à baisser, la LED continuerait à s'allumer, elle s'allumerait de moins en moins fort, mais elle continuerait à s'allumer, alors que si ça se trouve, il n'y a plus assez de jus à l'intérieur pour que réellement l'émetteur marche. Ce qui serait assez trompeur pour le client. C'est-à-dire, en fait, il appuie, il voit la petite LED rouge qui s'allume, il se dit, ma télécommande elle marche, alors qu'en fait, elle fonctionne pas. Donc l'idée ici, c'est de mettre cette Zener qui, dès que la tension sera assez basse, je veux dire, elle ne sera plus passer assez de courant pour alimenter la LED. Alors d'un autre côté, on se dit, c'est alimenté en 3,3 volts, c'est une Zener de 3,6, c'est un petit peu bizarre. Mais oui et non, en fait, l'astuce ici, c'est que si on regarde ici le courbe d'une John Zener, on peut voir qu'ici, on a une courbe là. C'est pas un truc à angle droit. Ça veut dire que si on a bien choisi, à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont mis ici dans la courbe, de telle façon à ce que, justement, le courant dans la LED soit à peu près bon. C'est-à-dire, en gros, ils doivent être à peu près ici, là, sur la courbe,
ce qui fait que ça limite à peu près le courant à une valeur raisonnable, mais que dès que la pile baisse assez, bah là, hop, il se retrouve dans cette zone-là où il n'y a plus assez de courant pour faire marcher la Zener. Donc voilà, je pense que c'est ça l'explication, et ma foi c'est assez astucieux d'avoir fait ça comme ça. Alors maintenant, une question de Eric. Alors Eric me dit que il avait réparé une petite alime à découpage qui donnait du 5 volts, du 12 volts, et il a vu que le 0 volt de l'alimentation était relié à la Terre. Il demande, alors déjà il l'a jamais vu, alors qu'on va voir que c'est quelque chose d'assez fréquent, et quel est l'intérêt. Alors, pour info, je vais pas refaire des vidéos que j'ai déjà faites. Alors j'avais fait il y a très très longtemps une vidéo qui s'appelle Sirob Master, je t'aime moi non plus, qui explique ça, donc je vous conseille quand même d'aller la voir, même si c'était une de mes premières vidéos, je reconnais que la qualité de l'image et du son est pas top top. Mais voilà, en gros, je rappelle qu'il y a des alimentations qui sont complètement isolées, flottantes. Donc voilà par exemple une alimentation. Là, on se branche sur le secteur, on a la phase, la Terre, la Earth qui est reliée à la Terre, et ici le neutre, et que derrière cette alimentation, qu'elle soit à découpage ou avec transfo, va donner des tensions qui sont complètement isolées du secteur et aussi de la Terre. Donc à ce moment-là, c'est une alimentation qu'on va appeler flottante. Mais le fait de faire ça, justement, c'est qu'elle est complètement flottante, c'est-à-dire que il y a en théorie aucune tension entre le 0 volt ici et la Terre. Pourtant, si on en mesure une, même si c'est avec une impédance élevée, comme j'ai déjà montré, on trouvera une tension. Et justement, surtout avec les alimentations à découpage, des fois, cette tension elle peut devenir relativement élevée. Hein, j'ai déjà mesuré des tensions de plus de 100 volts, des fois, à haute impédance, c'est vrai, entre le 0 volt et ici. Alors que si je relie par exemple la Terre ici sur le 0 volt, bah, je sais que j'aurai pas ce problème. J'aurai toujours mon appareil ici, sa masse en gros sera toujours potentiel de la Terre, ne risque pas de s'élever et même vis-à-vis de l'utilisateur ne risque rien. Vous avez peut-être déjà vu que des alimentations isolées comme ça, des fois on voit quand on les effleure par exemple, bah on sent un petit peu de la tension, alors que dès qu'on touche de façon forte on le sent plus, parce que justement il y a toujours de la fuite ici. Donc souvent on peut relier ça. D'ailleurs je rappelle que sur la majorité des alimentations de laboratoire, comme ici on voit ma rigole le DP832, on a des sorties flottantes. Là par exemple c'est une alimentation à 3 sorties et on a une broche de terre. À la base c'est complètement isolé, c'est-à-dire que la terre ici elle est reliée à rien. Mais je peux, avec un cavalier, un câble ou ce que je veux, justement si je veux m'assurer que le moins, par exemple ici, est à la Terre, ben, je peux les relier, mais je suis même pas obligé de le relier au moins. Il n'y a rien qui m'interdirait de relier la Terre ici au plus, et puis ici d'avoir des tensions par rapport à la Terre, par exemple négatives ou autres. On peut faire ce qu'on veut. Mais si on regarde par exemple toutes les alimentations de PC de bureau, le moins est à la Terre. Il y a énormément d'appareils où la masse de l'appareil est reliée à la Terre et la masse est aussi reliée. Alors ça peut être le moins, ça peut être le plus. Là dans mon exemple, j'ai mis une tension positive et négative. Enfin encore une fois, la masse, on va dire, c'est ce qui sert de référence. Alors en même temps, le fait que ça soit relié ou pas, et c'est pareil, c'est pas le but ici de la vidéo, mais ça peut aussi des fois, alors créer ce qu'on appelle des boucles de masse, et qui des fois peuvent être en effet aussi gênantes. Enfin voilà, je veux dire, c'est des fois intéressant de les relier ou pas. Mais pour des raisons de sécurité, par exemple, je rappelle aussi que la masse des oscilloscopes, donc l'alimentation de l'oscilloscope, la masse, elle est bien reliée à la Terre. Et il faut justement la laisser relier comme ça. Ce qui apporte, comme j'ai déjà expliqué, de la sécurité. Donc voilà, et puis aussi des fois, enfin au niveau justement aussi de la gestion des parasites et tout, bah, ça dépend aussi des cas, mais il y a des cas où le fait que ça soit relié à la terre, à une bonne terre, bah, ça peut en effet des fois améliorer la gestion des parasites et des trucs comme ça. Enfin voilà, donc c'est pas quelque chose de rare, hein, je dirais même que c'est quelque chose d'assez courant et que c'est pas gênant du tout. Voilà, mais enfin bon, je vous conseille quand même d'aller revoir cette vidéo pour plus d'infos. Maintenant, deux questions de Seb. Alors la première, c'est un peu bizarre comme question, il dit « Qu'est-ce que la résistance d'un conducteur en cuivre augmente avec la chaleur ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi faudrait adapter la grosseur des câbles en fonction de l'intensité ?» Un peu de mal à voir son raisonnement, mais enfin ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, comme la plupart des métaux, la résistance du cuivre change avec la température. Et la plupart des métaux ont généralement une formule qui ressemble un petit peu à ça, sachant que le coefficient ici dépend justement du métal. Par exemple, pour le cuivre, ça va de 3,6 à 4,3, selon que ce soit du cuivre électrolytique, il est plus ou moins pur ou des choses comme ça.
Enfin voilà, en gros, voilà, on peut partir sur cette formule-là. Donc on voit que la résistance augmente ici avec la température. Mais c'est pas tellement en fonction de ça forcément qu'on va déterminer la grosseur d'un câble. En gros, ce qui va faire la grosseur d'un câble, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'en gros, plus un câble va être épais, moins sa résistance sera forte. Imaginons un câble qui a une résistance de 1 ohm par mètre, et je passe 1 ampère, ça veut dire que je vais perdre 1 volt par mètre. C'est-à-dire que si je mets 10 volts à l'entrée sur un câble de 10 mètres, à la sortie, j'aurai rien du tout avec 1 ampère, parce que toute la tension sera dans le câble, et alors ça le fera un peu chauffer, en effet, mais je veux dire, pas tellement intéressant. Donc généralement, la façon de choisir la grosseur d'un câble, hein, d'ailleurs il y a des tas de tableaux pour ça, je crois que j'en avais déjà parlé, bah, c'est de se dire combien je suis prêt à perdre de tension aux bandes de mon câble en fonction du courant max que je vais consommer, bah, c'est comme ça que je vais choisir la grosseur. Sachant bien sûr que comme en même temps, à cause de cette règle, la température change la résistance, on va le faire à la température maximum d'utilisation. Par exemple, je vais faire, je sais pas, moi j'ai un câble de 10 mètres, je sais qu'au pire, il fera pas plus de 50 degrés, et ben voilà, je vais calculer quelle est la grosseur de câble que je dois faire, de façon à avoir la résistance assez faible pour que j'ai la perte que je suis prêt à avoir. J'aurai toujours une perte. Mais voilà, combien je suis prêt à perdre? 1 volt, 0,1 volt. Donc c'est plutôt comme ça généralement qu'on raisonne. Alors bien sûr, faire attention, il faut bien sûr prendre en compte que le fait de faire passer du courant dans le fil qui a une résistance non nulle, le fil va chauffer plus ou moins. Alors souvent, on a dans ce qu'on calcule pour pas avoir beaucoup de pertes, ça le chauffe très peu. Donc je veux dire, ça joue pas vraiment. Mais en effet, à un moment donné, si j'accepte de perdre pas mal dans mon fil et qu'il chauffe, bah, lui-même ça va changer parce que de la mesure où sa résistance va augmenter. Et il faut vérifier que, à un moment donné, il chauffe, mais il va être refroidi dans l'air ambiant, dans l'ambiance, et il y aura à un moment donné, on va dire, sa température de fonctionnement. Enfin bon, encore une fois, généralement dans la réalité, on s'arrange pour que les câbles y chauffent peu, parce que si j'ai un câble qui chauffe beaucoup, ça veut dire que je l'ai mal calculé dans la mesure où je perds beaucoup d'énergie dedans. Donc généralement, on peut ignorer plutôt ce coefficient ici. Il va relativement peu jouer. Deuxième question, alors, dans une vidéo, j'ai dit qu'il fallait programmer un assembleur pour gagner du temps, et il parle de quelqu'un qui montre qu'il y a en effet une différence entre faire digital write et port B égale ça. Alors, déjà, entendons-nous bien avec assembleur, ça, c'est pas forcément de l'assembleur. C'est pas d'ailleurs en assembleur, on ferait pas port B égale ça. Ça n'existe pas égal en assembleur. Donc, l'idée ici, et c'est quelque chose que je vous ai déjà montré aussi dans ma vidéo, la CP0112, que vous pouvez aller voir, où justement, j'ai aussi fait de l'optimisation, et j'ai en effet fait cette optimisation d'aller beaucoup plus vite en manipulant directement le registre de sortie du microprocesseur plutôt que d'utiliser digital write. Mais encore une fois, c'est pas réellement de l'assembleur. L'assembleur, c'est autre chose. À la limite, on pourrait faire digital write en assembleur. Il irait peut-être un peu plus vite, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ici, pour moi, tel que c'est présenté, la vraie question, c'est est-ce que j'utilise les fonctions fournies par exemple l'IDE Arduino, ou je manipule les ports directs du microcontrôleur. Et comme j'avais montré, si on regarde le code de digital write, ça fait ça. Il n'y a pas photo. Je veux dire, entre faire juste ça, où en effet, quand le code va être généré par le compilateur C, où là, il va quasiment faire un move de cette valeur-là dans ce registre-là, entre ça, ici, on voit déjà qu'il appelle d'autres fonctions. Là, il appelle au moins 3 fonctions. Il fait plein de trucs. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est une fonction qui se veut beaucoup plus universelle et qui fait pas mal de choses. Elle va être assez clean au niveau des interruptions, comme on voit avec ce truc volatile ici. Elle vérifie que ça fait pas forcément des bêtises si c'est pas forcément le bon port. Elle regarde si ça utilise un timer. Elle va être clean au niveau des interruptions ici, en sauvegardant ici l'état et ainsi de suite. On voit ici que digital write, ça fait papa maman quelque part, ça fait beaucoup plus de choses. Alors c'est vrai que si on n'a pas vraiment de problème de perf, c'est safe de l'utiliser, hein, sachant que surtout pour des débutants qui maîtrisent pas forcément les interruptions en cours et tout, on peut l'utiliser sans se poser de questions. Mais en effet, hein, je vous conseille en effet d'aller voir ici ma vidéo, ou même peut-être celle, je l'ai pas vue, celle d'Electronops, mais enfin, allez voir la mienne aussi si vous voulez, où là je montre en effet qu'il n'y a pas photo entre ça
qui va vite, et ça qui fait beaucoup plus de code. Enfin, d'un autre côté, ça fait pas la même chose. Ici, c'est à vous de gérer tout ce que gère Digital Rights si vous en avez besoin. Il n'y a pas de mystère. Alors maintenant, deux questions de Paul. Alors le premier, c'est signal test de compensation des sons d'un kHz. Donc en gros, il dit pourquoi depuis 50 ans avec les oscillos, on utilise toujours un signal de compensation à 1 kHz. Pourquoi pas 1 MHz et tout, du moment que le signal est carré. Alors je crois que le mieux pour ça, c'est de faire une démonstration. Alors voyons cela. Bien, alors pour voir ça de façon pratique, voilà le fameux signal rectangulaire de calibration à 1 kHz. Et on voit ici, justement, l'effet de la sonde qui n'est pas compensée. Donc là, je rappelle qu'elle est ici ce qu'on appelle surcompensée. Là, elle est correctement compensée. Là, elle est sous-compensée. Alors, qu'est-ce qui se passe si on utilisait une autre fréquence? Alors là, par exemple, je suis à 1 kHz. On va se mettre avec un signal de 10 kHz. Donc là, j'ai un signal de 10 kHz. Bon, là, ma sonde est bien compensée. Mais regardez ce qui se passe quand je tourne. Voilà. On voit que déjà ça atténue tout le signal et que là on a juste ici cette pique. C'est-à-dire en fait le réglage, il est beaucoup plus difficile à faire que tout à l'heure. Et si je monte encore plus en fréquence, ça va être encore pire. C'est-à-dire que si maintenant je passe par exemple à 100 kHz, là en fait je vais plus réussir à rien régler du tout. Et donc on voit que ça change toute l'amplitude, ce qui est normal parce que c'est pas adapté, donc ça fait une sorte de filtre en fait. Et on a juste ici ces espèces de pointes là, et même régler ici, c'est pas bon du tout. Donc on voit que monter en fréquence, non seulement ça apporte rien, mais même ça rend le réglage difficile. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est baisser. Donc par exemple, si maintenant je me mets à 100 Hz, voilà. Donc bien sûr, il faut ajuster la base de temps. Là, à la limite, ça peut se régler. Voilà. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que la plage de réglage là, elle est beaucoup plus courte ici. Donc en fait c'est pareil, c'est pas très facile de le faire. C'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup plus difficile d'avoir un réglage précis. Alors que à 1 kHz, voilà, là on va dire que c'est la fréquence qui va bien et qui permet de régler ici correctement la sonde. Donc voilà, la réponse elle est simplement là, c'est qu'elle est pratique. En fait c'est que voilà, vu le taux de montée et l'effet, on va dire, de la décompensation générale, en moyenne, on va dire, sur l'impulsion, c'est à 1 kHz, en gros, qu'on a le truc le plus simple pour régler. Alors, ceci dit, il y a des oscilloscopes où il y a plusieurs fréquences de calibration, parce qu'il y a des sondes, souvent, qui ont éventuellement plus de réglages. Elles ont des réglages 1, 2, 3, c'est le cas, par exemple, là, de mon Rode Schwartz. Parfois, on a des calibrations qui changent. Sur mon Tektronix, par exemple, 2465B, pareil, en gros, la fréquence de la calibration, elle change avec la vitesse de balayage et elle permet éventuellement aussi d'autres réglages avec des sondes. Enfin voilà, on va dire pour les sondes classiques, ça explique pourquoi on utilise la fréquence de 1 kHz. Alors, deuxième question de Paul sur le taux d'échantillonnage. Il dit, on parle souvent de la bande passante, mais moins du taux d'échantillonnage. Et il se pose la question, par exemple, de dire, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut mieux, par exemple, prendre un 100 MHz de gigasample ou un 200 MHz à 1 gigasample? Alors déjà, la première chose, si vous voulez avoir des réponses à ça, je vous conseille de voir ma vidéo Syrob Oscillostory 6, où j'explique ça, mais enfin bon, je vais quand même essayer de redonner ici les éléments clés. Alors, je rappelle que la bande passante, qui est une notion qui existait tout à fait aussi avec les oscilloscopes analogiques, en gros, c'est la fréquence maximum, on va dire, de toute la chaîne d'entrée. Entre l'entrée de l'ampli et je veux dire le moment où le signal va être affiché ou traité dans le cas d'un oscilloscope numérique. Donc cette bande passante, elle exprime, c'est normalisé, on appelle à moins 3 dB, c'est-à-dire en gros à quelle fréquence on aura une atténuation de 0,7 fois la valeur du signal d'entrée. Donc c'est une notion, comme j'ai dit, ça existe sur les oscilloscopes aussi analogiques. Donc là, il faut raisonner déjà par rapport à ça en fréquence max, c'est-à-dire quelle est la fréquence max qu'on veut pouvoir, on va dire, observer. Mais attention, j'en ai déjà parlé, c'est pas la fréquence fondamentale du signal. C'est-à-dire que si j'ai un signal carré à 1 kHz, faut pas se dire, il me faut une bande passante de 1 kHz. Je rappelle que dans un signal carré, les fronts ici ont des harmoniques qui montent bien plus haut que 1 kHz. Donc, la règle, en gros, c'est, selon que c'est de l'analogique numérique, mais enfin, faut au moins prendre une bande passante égale à 5 ou à 7 fois, voire plus, la fréquence la plus haute fondamentale que l'on veut observer.
Donc si par exemple je sais que, je sais pas, moi je fais je peux aller jusqu'à observer des signaux de 10 MHz, eh ben il me faut un oscilloscope avec une bande passante de 70 MHz au moins pour être tranquille. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, en effet, la bande passante. Le taux d'échantillonnage, lui, il va plus jouer, on va dire, sur la résolution. Je rappelle que sur un oscilloscope numérique, si par exemple on a un signal, comme on le voit ici, sinusoïdal, lui, il va venir, à la vitesse justement de l'échantillonnage, venir prendre les valeurs, mais il va garder que des points. Donc là, on voit très bien que si j'échantillonne assez vite, j'ai quand même une représentation assez fidèle. Si j'échantillonne beaucoup moins vite, on va avec simplement 6 points, on voit déjà que mon signal, il fait un peu la gueule. Si j'ai plus que 2 points, si derrière il est relié simplement par des droites, on voit que là, je crois que j'ai un signal triangulaire, alors que là, j'ai un signal comme ça. Puis en même temps, si ici il se passe des choses, l'oscilloscope, il verra rien. Si mon signal ici, il fait, je sais pas, il a des perturbations et des machins, lui, il ne va voir que ce point-là. Donc là, on comprend bien que plus on va avoir un taux d'échantillonnage élevé, mieux c'est. Mais après, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi la mémoire. Vous voyez, on comprend bien que si j'ai un truc qui est à 1 giga sample, et je balaye à 1 seconde par division, c'est-à-dire j'ai 10 divisions sur mon écran, 1 seconde. C'est-à-dire, si je veux voir un signal complet, il me faut 10 divisions, soit 10 secondes. Si j'échantillonne pendant 10 secondes à 1 giga sample, il me faut 10 gigas de mémoire rapide pour avoir tous les échantillons. Je connais pas de scopes qui ont autant de mémoire que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oscilloscope, alors des fois, généralement de façon automatique, même si des fois on peut jouer un peu manuellement, il va aussi adapter sa fréquence d'échantillonnage, je veux dire, à la vitesse de balayage. Donc en gros, on a affaire à un mix entre la vitesse d'échantillonnage et la mémoire disponible et la longueur. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut regarder? Est-ce qu'on veut regarder un écran? Est-ce qu'on veut regarder plus ou moins? C'est pour ça que c'est pas toujours simple à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que, pour moi, si on se dit à budget égal, il faut mieux un 100 mégas de giga ou un 200, moi je prendrais plutôt le 100 mégas à 2 gigas. Pourquoi? Parce que, sauf si justement on a vraiment besoin d'aller très haut dans cette bande passante, généralement, comme je l'ai dit ici, si on a pris un 100 mégas, c'est peut-être qu'on travaille réellement avec des signaux, par exemple, qui dépassent pas le 20. C'est simplement pour justement bien avoir de la précision sur la forme du signal. Or, si on a cette bande passante de 100 MHz, même les harmoniques ici seront pas trop atténuées. Et si j'ai à 2 gigasamples, ça veut dire que j'aurai quand même plus de précision. Donc, en règle générale, je prendrais plutôt, moi, ce modèle-là que celui-là. Voilà. Après, sauf, encore une fois qu'on a compris, il faut regarder un petit peu ce qu'on veut faire. Puis alors, il faut vraiment se méfier sur les gigasamples ici. Je rappelle que généralement, c'est global. C'est-à-dire que si j'ai un oscilloscope à 2 voix, quand j'utilise les 2 voix, ça divise. C'est pas vrai pour tous les modèles, hein, mais il faut bien lire la doc. Alors, je vous propose de faire aussi quelques petites démos pour bien comprendre ça. Donc là, pour bien comprendre justement ce système d'acquisition, là j'ai un signal assez rapide et qui a été mémorisé par l'oscilloscope, et on voit ici donc la trace que l'on a. Mais si je regarde ici dans l'affichage même en type point, voilà, en gros ce qu'on voit ici, c'est que on voit tous les points ici qui ont été échantillonnés. Et voilà, c'est-à-dire que la fréquence ici d'échantillonnage, c'est le temps qu'il y a là entre chaque point. Tout ce qui va se passer entre 2 points, éventuellement, je ne le verrai pas. Vu que l'oscilloscope, lui, ne connaît ici que les points. Il les relie, voilà, grâce ici à une fonction mathématique pour rendre le signal, on va dire, plus réaliste. Mais dans la réalité, lui, ce qu'il a gardé, c'est ça. Alors justement, entre les points qui ont été, je veux dire, échantillonnés, l'oscilloscope, pour faire une meilleure présentation, il les relie en fait de 2 façons. Et là, on peut voir que s'il est relié avec des traits, ce qu'on appelle, là on peut le voir, l'interpolation en X, on voit qu'entre chaque point, ici on en a un, ici on en a un, ici on en a un, trace un trait. Or là, dans la mesure où voilà, ça a été échantillonné ici et ici, il est relié sous forme d'un trait. Ici, il peut très bien s'être passé quelque chose, éventuellement on ne le voit pas. Puis en même temps, on voit que ça donne une forme au signal qui est vraiment, a peu de chance d'être la véritable forme. C'est pour ça que souvent ils utilisent ce qu'on appelle le sinus X sur X, qui est une autre façon de faire une interpolation, qui donne quelque chose de généralement plus réaliste, et on peut le voir, voilà, de plus smooth
que l'interpolation comme ça en X. Donc c'est généralement ce qui est utilisé. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de réel. Alors justement, pour bien comprendre, on voit aussi que la vitesse d'échantillonnage, elle dépend donc de la mémoire, et elle dépend donc de la vitesse. Là, par exemple, si on voit que je balaye moins vite. C'est-à-dire, j'ai un signal, par exemple, relativement basse fréquence, par exemple 200 Hz. Si je veux le voir, je dois balayer relativement pas vite. Or là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici qu'il affiche la vitesse d'échantillonnage, elle est de 50 mégas samples par seconde. C'est-à-dire qu'il est bien beaucoup moins rapidement que ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que sa mémoire ici, là, je veux avoir le maximum de profondeur mémoire, de façon aussi à avoir mon signal le plus longtemps possible. Parce que si j'arrête mon balayage, ben voilà, on voit déjà que j'ai pas beaucoup de marge. En fait, il a juste mémorisé ce que j'avais dans l'écran. Donc, l'idée, c'est que voilà, il a baissé sa fréquence d'échantillonnage de façon à ce que je voie au moins un écran complet. On voit ici très bien que selon la vitesse du balayage, on voit bien que la mémoire qu'il choisit et la vitesse d'échantillonnage varient. Alors, on peut voir d'ailleurs aussi un autre phénomène qui est intéressant, c'est que là, par exemple, on voit qu'il échantillonne bien à 1 giga sample et qu'il a bien ses 14 kilos de points. Mais si maintenant je vais aller plus vite, on voit que la mémoire ici baisse. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je suis à fond, ben, il n'a plus que 14 points. Il faut bien comprendre que à chaque fois, lui, ce qu'il calcule, c'est pour remplir un écran. Hein, contrairement à d'autres scopes, il y a des scopes où on peut éventuellement après se balader dedans. Mais sur ce modèle-là, lui, il remplit un écran. Donc on comprend bien qu'à 1 giga, à la vitesse maximum de balayage, de toute façon, voilà, il peut remplir 70 points et pas plus, quoi. Donc c'est ça ici qui limite. Donc il faut bien sûr prendre en compte tous ces paramètres-là. Et de même, on voit que quand on a deux voies, hop, vous voyez hein, ici que je passe de ici à 1 giga sample à 500 mégas. Pourquoi? Parce que la vitesse d'échantillonnage se partage ici entre les deux voies. Alors maintenant, une question de Florian G, qui me dit qu'il veut faire un montage lié à la météo, voilà, donc un montage qui sera en extérieur, et qui me demande conseil pour ce qui est de sa protection et éventuellement de son encapsulation dans quelque chose de façon à le protéger des intempéries. Alors rapidement, je peux dire un petit peu l'expérience que j'ai par rapport à ça. Alors déjà, pour ce qui est des boîtiers, en effet, en extérieur, il faut prendre des boîtiers IP. Alors je rappelle que IP, hein, c'est l'indice de protection, qui est fait de 2 chiffres. Et le premier donne la protection contre la poussière et le second contre l'eau. Par exemple, un IP55, eh ben on voit que il protège contre les poussières et il protège contre les jets d'eau, voilà, avec à la lance. Donc c'est déjà une bonne protection. Un IP57 par exemple ou 67 par exemple, ben là ça c'est carrément étanche à la poussière et jusqu'à 1 mètre on peut le mettre, je veux dire plongé dans l'eau. Et ainsi de suite. Donc, on a toujours intérêt, en effet, à l'intérieur, à prendre un boîtier, généralement, voilà, du IP55, du IP55, souvent, ça va déjà faire pas mal le job. Alors, ensuite, ce qu'il faut quand même faire attention, et c'est souvent là-dessus que ça pose problème, c'est le boîtier, souvent, il y a des liens avec l'extérieur, ne serait-ce que le fil d'alimentation, par exemple, des trucs comme ça. Et c'est là-dessus souvent que le bas blesse. Et des fois, par exemple, si on prend ces espèces de petits boîtiers gris, là, Legrand ou autre, il n'y a pas réellement des press-et-toups. C'est-à-dire qu'on voit, c'est des boîtiers étanches comme ça, mais sur lesquels il y a ces espèces de rondelles, là, en caoutchouc, qu'on est censé découper pour laisser passer les fils. Et c'est souvent par là que le bas blesse. Souvent, c'est découpé un peu la vache t'en fous, et on n'a pas ici d'étanchéité. Donc normalement, ce qu'il faut, si on veut faire les choses bien, il faut utiliser ce qu'on appelle des press-et-toups, qui sont des espèces d'embases qui à l'intérieur ont un système un peu conique et un caoutchouc. Et si on a choisi le bon press-et-toup qui va bien avec le câble, une fois qu'on l'a passé, on va serrer et en faisant ça, on va vraiment avoir quelque chose qui est vraiment étanche, du moins au moins
autant que le boîtier. Mais ça, c'est assez rare. D'abord, ça coûte relativement plus cher, les boîtiers comme ça, où il faut acheter ces presse-tout. Et c'est pour ça que, enfin, moi je vois très souvent, c'est ici que ça merde. Ce que je fais moi très souvent, c'est qu'une fois que j'ai mis les connexions, en effet un peu à la vache t'en fous, bah, je prends un petit cartouche de silicone et je vais remettre du silicone depuis l'intérieur et l'extérieur sur en effet les arrivées de câbles. Et là pour le coup, ça donne plutôt des bons résultats en prenant ces boîtiers-là et en faisant comme ça. Après, on peut quand même aller plus loin, en effet, en faisant de l'encapsulation. Par exemple, là, on voit un exemple d'une boîte qui déjà, on voit déjà des presse-étoupes, hein, parce que ça, justement, c'est typiquement des presse-étoupes, et ici, un raccordement qui lui-même a été complètement moulé dans ce gel silicone ici. Donc ça marche très très bien. J'ai déjà utilisé ça, d'ailleurs j'en ai du gel comme ça. Ça a l'inconvénient de coûter relativement cher. Par contre, ce qui est bien, c'est que il se retire assez facilement. C'est-à-dire que si on a besoin de modifier, bah, il est un peu ce qu'on dirait pelable hein, quelque part. C'est-à-dire qu'on arrive quand même assez facilement à l'enlever et faire la réparation et remettre du gel. Donc il y a cette solution-là, mais enfin ça fait quand même quelque chose qui est complètement, je veux dire, enfin pas facile d'accès. Dans les autres choses qu'on peut faire, c'est utiliser de la résine, mais là c'est encore pire, c'est une fois que c'est moulé, généralement ça protège bien, mais il n'y a plus d'accès. Moi dans le temps j'avais fait des essais simplement avec de la cire à bougie, et à vrai dire ça avait plutôt bien marché, enfin, c'est très vieux ça, j'avais fait un montage comme ça, et ça avait bien marché. Alors l'avantage c'est que là, la cire à bougie, on peut le réchauffer doucement avec des capeurs thermiques et tout, refaire fondre la cire, et on peut éventuellement y accéder. Mais ce qu'on peut faire aussi, et j'ai des fois aussi fait ça, c'est que je fais une sorte de sous-boîtier. C'est-à-dire que je vais faire mon mon PCB par exemple, je vais mettre mes fils et tout, je vais lui-même le mettre dans un sachet par exemple, ou une sorte de sous-boîte, et c'est cette sous-boîte qui elle-même, je vais mettre dans une boîte un peu plus grande dans laquelle je vais couler. Le fait de faire ça, c'est qu'on a les avantages par exemple du silicone, mais que si on veut démonter, bah on gratte le silicone mais on enlève la boîte, mais par contre dans la boîte, il n'y a pas le silicone qui est venu sur les composants et tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans tous les cas, ça peut être intéressant de mettre, hein, je vous ai montré ça sur mon CP 129, là, mon contrôle de pompe, de mettre du vernis tropicalisant sur les PCB, ça aide bien, ou le fameux vernis conforme, ça protège quand même vachement bien contre éventuellement les fourmis, les machins, les trucs comme ça. Il faut en mettre au moins 2-3 couches. Alors moi j'utilise celui là de BMJ qui est vraiment bien. Enfin voilà, l'idée de toute façon c'est en effet d'avoir quelque chose qui est le plus possible, en effet protégé de l'humidité, de la poussière, ça désinfecte, hein, les fourmis ça fait des dégâts, et des trucs comme ça. Mais si possible quand même en restant accessible et réparable. Alors attention, il y a toujours un point qui est très chiant avec ça, c'est que ça marche bien pour des trucs qui chauffent pas. Par exemple, l'exemple qu'on a ici, ça chauffe pas. Mais si on a un circuit qui éventuellement chauffe, ben là, il faut bien réfléchir. Parce que si on le moule et tout comme ça, enfin, si on a un circuit qui normalement doit être refroidi, on va dire par convection, c'est-à-dire que c'est en gros le brassage de l'air qui va le refroidir, et que on le noie dans la résine, bah, on comprend qu'une fois noyé ou dans un boîtier complètement étanche, il n'y a plus d'air qui passe. Donc il ne va pas se refroidir. Donc là, bah voilà, ça peut quand même compliquer. Si on a des trucs qui chauffent, bah déjà il faut bien réfléchir. Éventuellement, il faut faire une sorte de pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur, en mettant un radiateur à l'extérieur. On peut mettre éventuellement de la graisse pour améliorer les transferts. Enfin, ça peut des fois devenir compliqué. Enfin voilà en gros un petit peu ce qu'on peut dire sur cette question. Et pour finir cette longue vidéo, une question de Maurice. Alors Maurice, il m'avait contacté en me disant, et c'est lui qui m'a envoyé cette photo ici, où il a ce système là, alors, je sais pas exactement ce que c'est, si c'est un BMS ou un ampli, enfin bon, à la limite on s'en fout, mais sur lequel on voit qu'il y a ce radiateur, ce circuit qui est assez mince et sur lequel on retrouve ici tous ces MOSFET qui sont soudés. On retrouve des fois des trucs comme ça aussi, typiquement avec des LED ou des machins comme ça. Alors ça, c'est très bien, dans la mesure où c'est vrai que ça permet une super évacuation de la chaleur. Le problème d'un truc comme ça, c'est que si on veut changer les transistors, c'est quasiment impossible.
Enfin, du moins, c'est très compliqué. C'est de toute façon absolument impossible avec un fer à souder. Pourquoi? Parce que si je me mets ici à souder une pâte, bon, on voit bien que comme c'est étudié pour que toute la chaleur s'évacue dans cette masse, bah, mon fer, il va chauffer tout ce truc-là, et généralement, il n'aura jamais la puissance pour arriver même à la température de fusion. Donc vouloir dessouder ça avec un fer, c'est illusoire. Avec même ici un truc thermique à air chaud, même c'est pareil, il va falloir souffler quand même vachement fort, parce que, je veux dire, si on se concentre sur ce truc-là, bah, encore une fois, c'est étudié pour évacuer les calories. Donc lui, avant d'arriver à sa température de fusion, ça va être très compliqué. Donc ce que j'avais dit ici à Maurice, c'est de lui dire, non, mais là, il n'y a pas d'autre solution, il faut chauffer tout le système. Et d'ailleurs, je vous ai déjà montré, c'est à ça que sert, par exemple, ces plaques chauffantes. Alors, moi, je vous avais montré la 946, par exemple, ou la petite MHP 30, là, pour des trucs plus petits, qui, elle, justement, chauffe tout l'ensemble pour l'amener à la température de fusion ou tellement proche que là, pour le coup, l'apport d'un fer à souder ou d'un petit souffleur à air chaud est suffisant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Maurice, qui m'a envoyé des photos. Bon, là, il s'était carrément fait avec des briques réfractaires et une résistance, une sorte de mini-four. Ce mini-four a assez chauffé, en gros, même pour séparer, en gros, le radiateur de la plaque. Et on voit ici, après la plaque, il l'a mis avec un souffleur à air chaud en dessous. Et là, pour le coup, bah, voilà, même en chauffant toute la plaque, bah, il a réussi à monter assez en température pour pouvoir, ici on voit, dessouder les transistors. Voilà pour cette troisième édition de la série RAQ, hein, réponse aux questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors bon, déjà, je vois que c'est une vidéo qui est bien longue, là. Peut-être que j'aurais dû prendre moins de questions, enfin bon. À la limite, dites-moi si ça vous gêne que ça soit trop long ou pas. J'ai encore reçu quelques questions auxquelles je pourrais répondre, et aussi d'autres auxquelles je répondrai pas, parce que des fois, soit c'est hors de mon domaine de compétences, ou hors sujet. Mais enfin, toujours est-il que rien n'empêche, si vous avez d'autres questions, hein, vous pouvez toujours m'en envoyer. Je vous invite à regarder le commentaire de la vidéo. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ça t'énerve? Parce que tous les gens que tu connais, quand tu les croises dans la rue et tout, il faut que tu leur dises bonjour et ça te fait chier. Écoute, je vais te donner une super astuce. Tu vois, tu dis à tout le monde que tu as un frère jumeau. Puis comme ça, quand tu les croises dans la rue, bah, tu les ignores totalement. Puis s'ils font la remarque, tu dis que c'est ton frère jumeau et que c'était pas toi. Voilà, faut être malin. Et bien que le démon Superscope analyse bien vos signaux et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.